commercial en mettant ce genre de nourriture? Une version que confirme la propriétaire de leur local. Ce qui bloque, c'est le nom de l'enseigne Nabab Kebab, qui est une consonance étrangère, et particulièrement le mot kebab. Le mot kebab ne plaît pas. À peine l'autorisation, la demande de permis d'aménager le commerce a-t-elle été déposée que j'avais un appel d'un agent de haut niveau d'agglomération pour me tonsser vertement, on va dire des choses comme ça. Et il m'a dit, vous ne pensez pas. Nabab Kebab, le premier kebab de rat, devant notre salle de spectacle sur laquelle on imagine un énorme projet et pour laquelle on a de grandes ambitions, c'est impossible. Le maire d'Evry, Francis Choix, récuse pour sa part l'accusation de discrimination. Je n'ai pas connaissance qu'il y ait la moindre plainte déposée sur ce terrain-là. La mairie s'opposerait à cette ouverture pour des raisons purement administratives. Le fait que les travaux ont été faits sans autorisation et qu'il y ait une contestation concernant une partie des locaux qui n'appartiennent pas à celui qui a acheté un fonds de commerce, autant que je me souvienne, qui appartiennent à l'agglomération et dans lequel il y a des travaux qui ont été faits et qui s'apprêtaient à être faits, ce que l'agglomération conteste. Mais Hakim Benotman en est persuadé. Ouvrir des kebabs serait de plus en plus difficile. Il a donc décidé de créer une nouvelle chaîne de restaurants en misant sur un sandwich qui a meilleure réputation, le bacon, même si son contenu est le même. C'est pour montrer un peu que même si on ne nous accepte pas dans certains endroits, certains emplacements avec le kebab, on arrive avec un autre concept de vegan et on a toujours notre viande kebab qui est là. Hein, mais c'est pas visible. Et donc là, on a les vues 3D. Voilà, celui-là, c'est celui qui ouvre à Lyon. C'est celui qui ouvre à Lyon, collé au Burger King de Lyon, qui fait 300 mètres carrés. Donc on a de la vue 3D un peu de ce que ça ressemble. Malgré les pressions, ce jeune Français est déterminé à aller jusqu'au bout de son ambition, changer la mauvaise réputation du kebab. L'un des sandwichs les plus consommés en France, presque autant que le hamburger, mais loin derrière le jambon beurre. Et dernières informations concernant ce sujet, Hakim Benotman, le jeune dirigeant de l'enseigne Nabab Kebab, qui affirme dans notre reportage avoir de plus en plus de mal à ouvrir ses restaurants en France, a désormais choisi de se développer à l'étranger. Après une récente ouverture à Singapour, il inaugure un nouveau restaurant à l'île Maurice. Ce sera son 100e établissement. Et puis, sachez que les tensions autour de l'ouverture des kebabs en France ont fait récemment l'objet d'enquêtes dans la presse étrangère, notamment aux États-Unis, dans le très sérieux New York Times. Selon ce journal, ce sandwich est un symbole du climat politique qui règne dans notre pays. Le New York Times a inventé pour l'occasion cette expression, la kebabophobie. Comment y échapper? Si vous utilisez une messagerie, faites des recherches sur Internet, ou encore vous déplacez avec un plan, vous utilisez forcément le moteur de recherche Google. Et à force de l'utiliser dans notre vie quotidienne, Google sait beaucoup de choses sur nous. Et de notre côté, que savons-nous de lui? Nous nous sommes posé toutes les questions. Comment Google est-il né? Comment est-il devenu le moteur de recherche le plus riche du monde? Qui travaille chez Google? Et que fait Google de nos données personnelles? Voici les réponses à tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Google. Et vous allez voir, les révélations ne manquent pas pour réaliser ce document. Nous avons voyagé en France, aux États-Unis, en Irlande, mais aussi à Londres et à Bruxelles. Regardez, c'est un reportage de Sophie Roland et Emily Guillot. Sophie nous rejoindra tout à l'heure sur ce plateau. C'est mon ami intime. Tous les jours, je lui pose toutes sortes de questions. Un hôtel pas cher, un restaurant coréen, des horaires de train, une recette de cuisine. Google ne me quitte jamais. En quelques secondes à peine, il a réponse à tout. C'est ça, la magie de Google. Google, c'est aussi mon programme télé et mon traducteur préféré. Bref, je ne peux plus m'en passer. Grâce à la messagerie Gmail, j'écris ou je reçois des mails, j'organise mon agenda et cet ami me suit partout. En voiture, je ne me déplace plus sans Google Maps. Dans la rue,
je passe des coups de fil avec un téléphone Android exploité par Google. Je peux même lui parler. Ok Google, quel temps va-t-il faire aujourd'hui? Prévision concernant Paris pour aujourd'hui, 17 degrés avec un ciel partiellement nuageux. Google est devenu mon magasin en ligne grâce à son comparateur de produits Google Shopping. Je peux aussi acheter des billets d'avion sur le comparateur de vol Google Flights, regarder les derniers clips à la mode sur YouTube, le site vidéo de Google. Alors, à force de vivre en permanence avec Google, il connaît mes goûts, mes rendez-vous, mes vidéos préférées, ce que j'aime acheter, où je pars en vacances. Bref, il sait tout de moi. Et moi, que sais-je de Google? Aujourd'hui, il veut tout savoir sur nous, mais il veut qu'on sache rien sur lui. En 17 ans, Google est devenu le moteur de recherche le plus riche du monde, avec 66 milliards d'euros de chiffre d'affaires. À sa tête, 2 hommes aux ambitions les plus folles. Faire rouler des voitures sans conducteur, créer des robots pour remplacer les hommes. Tous les jours, je me demande comment je vois le futur et comment puis-je le créer. Alors, peut-on faire confiance à Google? Au fil de mon enquête, je vais aller de surprise en surprise. Aux États-Unis, au siège de la firme, je vais découvrir que derrière l'ambiance de club de vacances, tout est fait pour rendre les salariés les plus productifs possibles et que certains finissent par craquer. J'ai fait un burn-out à force d'être connecté tout le temps. En Irlande, à Dublin, je vais comprendre comment Google réussit à gagner beaucoup d'argent grâce à la publicité, tout en payant un minimum d'impôts. En France, je vais voir à quel point Google nous suit à la trace dans notre vie quotidienne. Et ça commence même à l'école. Des traces parfois embarrassantes et difficiles à effacer. Enfin, à Londres, je vais découvrir comment Google livre nos données personnelles au service de renseignement à notre insu. Créer la machine d'espionnage du futur. Faut-il avoir peur de Google? Comment ce moteur de recherche est-il devenu aussi puissant? Enquête sur la face cachée du géant du net, le plus secret du monde. Google, c'est d'abord une success story, comme l'Amérique les aime. Comme souvent dans les belles histoires, celle de Google commence en Californie, sur le campus de la prestigieuse université de Stanford. Nous sommes en 1995. Larry Page et Sergey Brin sont alors étudiants en informatique. Ces deux jeunes surdoués ont un projet de thèse un peu fou, créer un nouveau moteur de recherche pour surfer sur Internet. Leur professeur de l'époque, Terry Winograd, est fier de jouer les guides pour les journalistes. Les gars, il y a une équipe de télé française qui fait un reportage sur Google et comme tu le sais, ton bureau est célèbre. Ah oui, je sais. Là, il avait son bureau ici et celui de Sergey était là-haut avec un autre groupe. Dire que je vais méfier là où Larry Page entreposait les premiers serveurs de Google. Pour créer leur moteur de recherche, ils ont d'abord enregistré et stocké des millions de pages internet sur des disques durs. Mais à l'époque, les deux étudiants ont peu d'argent. Ils doivent faire appel à leur imagination pour protéger leur bibliothèque numérique. Comme en témoignent ces drôles de constructions en Lego qui trônent dans l'entrée de l'université. Voici les premiers disques durs. Ils ont enregistré toutes les pages du web de l'époque. Et comme ils n'avaient pas les moyens de s'acheter un boîtier pour protéger leurs disques, ils ont fait un boîtier en Lego. C'était solide. Ça marchait pas, c'était amusant. Ils avaient un côté très enfantin. L'imagination débordante de ces deux grands enfants attire les investisseurs. Encore étudiants, ils décrochent un chèque de près de 100 000 euros. Leur chèque en poche, ils s'installent comme toutes les startups dans un garage. C'est ici que naît Google en 1998. Très vite, le moteur atteint les 3 millions de requêtes par jour. Plus rapide, plus performant, Google donne le pion à ses concurrents de l'époque, comme Lycos ou AltaVista. 6 ans plus tard, Google entre en bourse.
Les deux fondateurs deviennent en une journée les nouveaux milliardaires de la Silicon Valley. Aujourd'hui, à 42 ans, Larry Page et Sergey Brin pèsent chacun 30 milliards d'euros et font partie des 20 plus grosses fortunes mondiales. Alors forcément vu comme ça, Google, ça fait rêver. J'aurais bien aimé rencontrer les fondateurs, voir leurs équipes travailler pour comprendre comment fonctionne cette énorme machine. J'ai donc envoyé un mail à leur service de presse. Quelques jours plus tard, voici la réponse de Google. Nous n'avons pas de bande passante suffisante pour nous engager dans un reportage. Drôle d'expression pour me dire qu'ils n'ont pas le temps. Alors, je me suis invitée sur leur terre, en Californie. Au cours de mon voyage, je vais constater que l'esprit start-up, cher à ces deux ingénieurs, a bien changé. Voici San Francisco et son célèbre Golden Gate Bridge. Je suis en route pour la Silicon Valley. C'est ici que l'empire Google est né. Le logo est à lui seul une adresse omniprésente à chaque coin de rue. Le géant du net occupe une trentaine de bâtiments et il attire les touristes du monde entier. Mets-toi là, près de la voiture Google. Ce jour-là, un groupe d'étudiants japonais prend la pause devant un véhicule qui a fait le tour du monde. Cette voiture un peu étrange a cartographié la planète et c'est grâce à elle que l'on peut se localiser. Que pensez-vous de Google? C'est sympa. C'est génial, ils ont des super bureaux. Vous aimeriez travailler ici? Ah oui. Voilà ce qui fait rêver ces jeunes. Au siège de Google, à Mountain View, l'ambiance est plutôt cool. Beach volley, petit coin bar à Londres, déjeuner gratuit en terrasse, on se croirait dans un club de vacances. Les salariés qu'on appelle les Googlers ont en moyenne moins de 30 ans et tous ont l'air très heureux. Quand je les interroge en caméra discrète, ils ne disent pas autre chose. C'est cool de travailler ici? Oui, regardez. Je travaille ici depuis un an. L'énorme avantage, c'est la nourriture gratuite. Ça, c'est top. On est très bien payé, donc ça résout pas mal de problèmes au quotidien. Et les conditions de travail sont vraiment incroyables. Il y a des enfants partout, c'est toujours comme ça? Non, pas tous les jours. Là, c'est juste une journée spéciale où les salariés peuvent venir travailler avec leurs enfants. Pour cette journée spéciale enfants de Googlers, tout est prévu. Jeux, activités en plein air à la gloire de Google. Et pour finir, une jolie photo souvenir. Comme cette jeune fille, fière d'afficher sur son écriteau que son papa travaille chez Google. C'est comme ça que la firme américaine construit son mythe. Pour nous convaincre que l'ambiance est aussi cool à l'intérieur, Google a mis en ligne ses vidéos. Cantine gratuite, salle de gym, fauteuil de massage, baby-foot. Bref, à en croire ces belles images, Google, c'est l'endroit rêvé pour travailler. Chaque mois, l'entreprise recrute des dizaines de nouveaux salariés. Mais devenir un Googler n'est pas donné à tout le monde. L'entreprise reçoit 2,5 millions de CV par an et n'en retient en moyenne que 7 000. La firme a l'embarras du choix et la sélection est impitoyable. David Pizer est un ancien chasseur de Googler. Pendant 7 ans, cet Américain a participé à l'embauche de 5 000 salariés en Europe. Pour comprendre les méthodes de recrutement du géant du net, il nous montre cette vidéo qu'il a réalisée pour le site. Google réunit les personnes les plus créatives de la planète. Et c'est pour ça que nous souhaitons savoir ce que vous avez d'unique et voir en quoi vous pouvez devenir un pur produit Google. Avant de devenir un pur produit Google, il faut d'abord passer 8 entretiens en moyenne. Et parfois, c'est bien pire. Une fois, un candidat qui postulait pour un poste marketing a passé 21 entretiens. C'est un cas extrême, bien sûr. Pourtant, le pire dans cette histoire, c'est qu'à la fin, j'ai dû l'appeler pour lui dire qu'il n'était pas pris. Google veut embaucher les plus créatifs et les plus diplômés. Ce qui fera la différence, c'est un critère plutôt étonnant.
La googlitude. Ça veut dire qu'avez-vous fait d'impressionnant dans votre vie? Ce n'est pas juste dire j'aime voyager, j'aime faire du bateau. C'est plutôt j'ai appris à faire du bateau quand j'avais 5 ans. J'ai fait partie d'un club. J'ai fait de la compétition à haut niveau et j'étais bon. J'ai participé à des régates nationales. J'ai eu des récompenses. Bref, c'est ce niveau d'intensité que Google recherche. La googlitude. Cette expression, créée de toutes pièces par les fondateurs, n'a qu'un but. Repérer ceux qui seront capables de tout donner dans Google. Celui qui connaît le mieux la googlitude se trouve dans ce restaurant à 30 minutes du siège du géant du